Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si parler de sexualité avec son fils devenait un acte d'amour et de transmission radicalement doux? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont la voix peut te sembler familière si tu écoutes l'émission radio de Brigitte Lahaie notamment, ou chez Marie-Ange de Montesquieu dans Enquête de sens, puisque c'est celle de Guillaume de Brébisson. Bonjour Guillaume et bienvenue au micro du clito. Mais, Guillaume, tu es, entre autres, sexothérapeute, thérapeute de couple et surtout un homme impliqué pour mieux parler d'intimité. Et avec ta compagne Sabrina, tu as cofondé l'Université de l'amour et vous y proposez des stages pour couple et des formations de sexothérapeutes, tout ça mélangé à une vision profondément humaine de la sexualité. Et aujourd'hui, Guillaume, tu viens nous parler de ton livre paru aux éditions First, intitulé Du couple, de l'amour et de la sexualité, Lettre à mon fils. Et plus particulièrement, comment parler d'un père à son fils pour briser les non-dits, les tabous et éviter de confier toute la pédagogie sexuelle à YouPorn et compagnie. C'est parti pour ma première question, Guillaume. Nom d'un clito. Interview. Eh ben justement, Guillaume, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Qu'est-ce qui un jour t'a poussé à te poser à ton bureau ou peut-être ailleurs pour te dire, je vais écrire une lettre à mon fils pour lui parler d'amour, de couple et de sexualité? alors, c'est une histoire toute simple en fait, hein. J'avais fini d'écrire le livre précédent qui s'appelle S'expanouir, qui portait déjà sur la sexualité. Mhm. Et puis, j'avais envie de me remettre à l'écriture. J'étais dans la forêt avec ma chienne, on se promenait, comme je le fais tous les matins. Et je me laissais porter pour avoir une idée de qu'est-ce que je vais écrire maintenant. Et tout à coup, j'ai été frappé par le fait que mon fils, qui à l'époque devait, je pense, avoir 21 ou 22 ans, eh bien, je n'avais jamais parlé de sexualité avec lui, alors que je suis sexothérapeute. C'est vraiment Mhm. du cordonnier mal chaussé, tu sais. Et je me suis dit, quand même, c'est pas normal, quoi. Et puis, m'est revenu aussi le commentaire d'une amie au sujet de mon précédent livre, me disant qu'elle aurait aimé que j'écrive quelque chose de plus personnel. Moi, je pense que c'était tout à fait personnel, mais du coup, j'avais ça en tête et je me suis dit, qu'est-ce que je peux écrire de personnel sur la sexualité pour mon fils? Et, euh, et une chose qui me semblait importante, c'est que c'est de pas être envahissant. C'est-à-dire, je peux pas dire à mon fils, allez, viens, on va prendre une bière, je vais t'expliquer comment ça marche, quoi. Ouais. C'est pas juste, quoi. En plus de ça, comme beaucoup de parents aujourd'hui, je le vois pas tous les jours, mon fils. On est séparés, sa mère et moi, depuis longtemps. Il vit tantôt avec moi, tantôt avec elle, tantôt, je sais pas trop où, à sa propre vie, tout ça. Donc bon, je peux pas tout à coup décider que de moi-même, allez, je vais lui dire les choses, quoi. Mhm. Donc, donc je me suis dit que écrire c'était bien parce qu'avec avec l'écrit, il fait ce qu'il veut, quoi. Il lit pas, il jette le livre au feu s'il veut, il lit un chapitre et pas les autres. Enfin, l'écriture donne une grande liberté au lecteur. Mhm. Euh, voilà, donc voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Et après, je me suis dit, bon, ben, c'est une lettre. Et je suis rentré à mon bureau après ma promenade et j'ai tapé lettre à mon fils, qui était Mhm.
le premier titre. Et j'ai commencé par un chapitre qui porte sur la masturbation, puisque c'est quand même un sujet, bien que la masturbation, ça soit universel, il n'empêche que c'est vraiment un sujet dans la sexualité masculine. Mhm. Donc voilà, donc j'ai voulu commencer par le commencement et c'est comme ça que ça a démarré. Oui, et puis ce sujet dont tu parles, ce chapitre-là, c'est vraiment... je t'avais même contacté, je t'avais dit, ah, on pourrait vraiment faire un épisode complet là-dessus. C'est tellement vaste comme sujet et encore quand même malgré tout tellement tabou, alors que finalement c'est quelque chose de naturel, mais il y a toute l'imagerie et les conditionnements qui sont autour qui font que devenu un acte dégueulasse ou de pervers ou je sais pas quoi. C'est pas trop, je sais pas si je dirais que dégueulasse ou pervers, je suis pas sûr, mais en tous les cas, il y a une chose qui est quand même extraordinaire avec la masturbation, c'est que les bébés se masturbent au sein, à l'intérieur du ventre de leur mère quand même, hein, Mhm. garçons et filles, hein. Mhm. Et ça, maintenant, c'est clair, on a des preuves dans tous les sens, et ils y prennent beaucoup de plaisir. Donc, donc on est vraiment sur quelque chose d'absolument naturel, oui. Et puis aujourd'hui, il y a aussi eu au 19e siècle cette œuvre de l'abbé Tissot qui a prétendu que la masturbation était l'origine de tous les maux de la jeunesse et qui a déclenché une espèce de chasse aux sorcières terrifiante dans toute l'Europe, hein, parce que son livre a eu énormément de succès. Et aujourd'hui encore, on entend des gens qui n'y connaissent rien, mais affirmer de manière absolument péremptoire que la masturbation est dangereuse. J'ai vu il y a pas longtemps, alors mon fils m'avait montré une vidéo d'un jeune influenceur sur Instagram qui disait que c'était pas bien de se masturber. Et récemment, mon épouse m'a montré une vidéo d'une influenceuse sur Instagram qui tient le même genre de discours. Mhm. C'est complètement absurde, quoi. Ça n'a Mhm. vraiment aucun sens. Mais surtout, il y a la pratique aussi de la masturbation et que comme, comme c'est une découverte de soi à soi, donc c'est quelque chose de privé, d'intime, et qu'on découvre la masturbation à un moment où on est encore enfant ou adolescent, c'est-à-dire qu'on habite chez ses parents, eh bien, on est habitué à se cacher de la masturbation. Et comme on se cache de la masturbation, on va vite. Et comme on va vite, on fait pas du tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la masturbation, c'est un acte magnifique pour apprendre à faire l'amour, enfin pour poser les bases, Mhm. à condition d'être dans la lenteur, d'être dans l'amour, de s'occuper de tout son corps, etc., etc. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe habituellement. Non. Alors que quand on se masturbe 2 heures, et non pas 3 minutes 45, on découvre un continent. C'est c'est complètement autre chose, quoi. Mhm. Voilà, je pense que c'était bien de le dire. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Merci pour cet ajout, Guillaume. Et puis, bah, écrire à son fils sur la sexualité, dans ce cas-là, c'était pas juste transmettre de l'info, c'est aussi ouvrir une porte à une intimité entre hommes, puisque tu as écrit à ton fils, tu as dit qu'il avait 21, 22 ans. Donc, tu t'es aussi ouvert, toi, puisque tu as aussi amené des exemples de ce que toi, tu as vécu. Guillaume, comment tu as vécu ce chemin de transmission? Est-ce que tu as découvert une nouvelle facette de toi, peut-être en tant que père ou même en tant qu'homme? Tu sais, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là parce que la vérité, c'est que moi, quand j'ai écrit ce livre, c'était très simple pour moi. Mhm, J'étais vraiment porté par le fait que c'était vraiment une lettre à mon fils. C'est-à-dire, j'avais rien d'autre en tête, quoi. J'étais pas, même au moment où j'écrivais, j'étais pas en train de me dire, je parle de la sexualité masculine. J'étais en train d'écrire une lettre à mon fils. Et, euh, et ce qui me semblait important, c'était pas de donner des infos parce que sinon j'aurais fait quelque chose de technique de l'ordre du manuel et je voulais pas du tout faire ça. mhm, C'était c'était d'expliquer que la sexualité est au cœur de notre être et que nous devons la respecter, nous devons nous respecter, nous devons respecter notre partenaire et que c'est cet ensemble-là qui nous permet d'apprendre des choses sur la relation, sur
sur ce que ça nous fait à l'intérieur. En fait, je voulais faire une sorte d'introduction à une forme de sexualité qui soit une sexualité consciente. Consciente, respectueuse, douce, amoureuse. Voilà. En gros, c'était ça mon chemin. Alors, euh, moi, voilà, j'écrivais. Et effectivement, cette écriture, c'est une transmission. Et ça nous a permis, Michel et moi, de dialoguer aussi. Mhm. On a effectivement parlé ensuite, après, quand je lui ai fait lire le manuscrit. Et voilà. Et, et sinon, je dirais par rapport à la transmission que de toutes les façons, je suis dans une attitude de transmission d'une manière générale, parce que très souvent, les personnes qui viennent me voir comme thérapeute viennent me voir très souvent au sujet de la sexualité. Quand c'est pas au sujet de la sexualité, c'est au sujet de la relation. Et dans les deux cas, eh bien sûr, il y a un travail qui se fait avec les patients sur eux-mêmes, ça va de soi, mais je suis aussi dans un rôle de transmission, comme dans les stages que j'anime. C'est la Mhm. même chose, en fait, hein. Donc, et sur cet aspect-là me semble très important parce qu'il n'y a pas de transmission. Là, on parle de sexualité, mais moi, quand je parle de sexualité, mon sujet, c'est l'amour, en fait. Et il n'y a Mhm. pas de transmission sur l'amour. Il n'y en a pas. Il y a des films, il y a des romans, il y a des chansons, souvent très beaux, très belles, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas une transmission sur l'amour. Et de parents à enfants, on ne parle pas, ou si peu d'amour, quoi. Mhm. Donc, et encore moins de sexualité. Donc, il y a besoin de ça. Il y a besoin de remettre de l'amour, c'est-à-dire pas de l'amour parce que l'amour, il est partout, mais il y a besoin de remettre de la conscience de l'amour dans notre vie, quoi, ou dans nos vies à nous tous, surtout Mhm. en ce moment, hein. C'est pas trop Oui, l'amour qui est à la mode en ce moment. Donc, c'est vrai. Oui, carrément. Ouais. C'est vrai que ces jours, ces temps, ces derniers temps, il y a besoin d'amour universel et il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Et tu me permets d'enchaîner vraiment avec ma prochaine question, Guillaume, parce qu'aujourd'hui, les garçons, ils sont quand même, garçons et filles, hein, mais là on parle de garçons, sont souvent livrés à eux-mêmes entre ce qu'ils voient dans le porno, les silences dans la famille ou les fausses croyances qu'on pourrait targuer de virilistes. mhm. Toi, Guillaume, tu penses que c'est quoi le plus gros frein pour un père qui voudrait parler de sexualité à son enfant, son ado ou son fils devenu adulte? Et est-ce qu'il vaut mieux lui en parler quand il a 4, 12, 17, 30 ans? Je pense que le plus gros frein, c'est qu'on est la première génération à envisager de parler de sexualité avec nos enfants. Mhm, Parce que il faut pas oublier que alors, les hommes et les femmes, il y a vraiment une grosse différence dans la construction de l'homme et de la femme. C'est que fréquemment, les femmes se construisent en étant environnées d'autres femmes en échangeant, en parlant. Les femmes, elles parlent de leurs souffrances ou de leurs inquiétudes ou de leurs angoisses ou de leurs peurs ou de leurs joies. Elles parlent entre femmes, avec leur mère, mais aussi avec leurs tantes, leurs cousines, leurs sœurs, leurs copines, etc. Et c'est une caractéristique très forte. Et alors, bien sûr, chaque femme est différente et toutes les histoires ne sont pas les mêmes, etc. Mais quand même, il y a ce grand axe-là qui est présent dans la féminité et dans le féminin, en tout cas. Et les hommes se construisent dans le silence. Il mhm, n'y a pas de, la transmission d'homme à homme, c'est une transmission qui se fait par le geste, par le fait qu'un homme emmène son fils sur sa moto et ils vont à la pêche ensemble. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est une transmission masculine. Et pendant ce temps-là, ils vont pas parler, mhm. ils vont montrer. Alors, sur le plan de la sexualité, montrer, ça se fait pas tellement, heureusement. Oui, oui. D'accord? Donc, donc là, et sur le plan de l'amour, c'est pareil. On peut montrer son amour. Imaginons un homme qui aime profondément sa femme et
qui est très heureux d'être avec elle, etc. C'est-à-dire qu'on met les choses dans la meilleure possibilité, la meilleure image possible. Il va montrer son amour au quotidien à sa femme, souvent dans le silence, et ça va imprégner les enfants, dans le meilleur des cas, s'ils Mhm. sont là, qu'ils regardent et qu'ils ne sont pas sur Instagram toute la journée. Euh, mais euh, mais c'est pas parler, c'est pas parler. Ouais. Ça manque. Et du coup, aujourd'hui, les hommes qui veulent assurer une transmission au sujet de l'amour ou de la sexualité ou d'autres choses à leur fils ou à leur fils et à leur fille, eh bien, ils sont en manque de mots. Parce que eux, on ne les a pas éduqués en leur parlant. Mhm. Alors, le deuxième aspect de ce silence et de cette solitude, en fait, hein, qui marque particulièrement le masculin, Euh, c'est qu'à côté de ça, nos enfants aujourd'hui, ils arrivent dans les maternités avec un iPhone dans la poche. Et sur l'iPhone, il y a YouPorn, Pornhub, Xhamster, enfin tout, quoi, tout est là, quoi. Mhm. Évidemment que la première chose que va faire un enfant, particulièrement un garçon, justement parce qu'il est élevé dans le silence, a priori, c'est que s'il se pose des questions, il va chercher à s'informer. Et s'informer, ça va passer par l'image et ça va passer par ce qu'il a dans la poche. Mhm. Le problème principal du porno, c'est que le porno ne représente pas la sexualité. C'est faux. On voit plein de sexe dans les films porno, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas de la sexualité. C'est c'est du fake. Ce sont des gens qui jouent à des jeux dans lesquels on utilise le sexe humain. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se pratique dans une chambre à coucher, en fait. Presque Mhm. rien à voir. Donc, donc en fait, lorsque les enfants cherchent des informations, euh, eh bien, ils vont s'abreuver à une source qui est qui est fausse, enfin, qui donne des informations qui sont des informations fausses. Donc c'est très, très perturbant. Mhm. Alors, le problème, c'est que les pères aussi, ils sont beaucoup sur les sites porno. Donc, donc ça renforce encore plus l'impossibilité, cette espèce de quasi-impossibilité de dialoguer sur ces sujets-là, Mhm. puisque c'est honteux, puisque aller sur un site porno, même si c'est 95% des hommes et 48%, je crois, des femmes qui sont clients des sites porno, il n'empêche que ça reste une option honteuse. Euh, donc, qui dit honte dit blocage de la communication. Alors, tout ça, c'est très étrange parce que à la fois, ça fait des obstacles énormes à la communication et en même temps, communiquer sur la question de l'amour ou de la sexualité, c'est pas quelque chose de compliqué. Mhm. C'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit, il suffit de parler de choses simples, de dire, tu sais, moi, à ton âge, je me masturbais beaucoup. Je sais pas comment c'est pour toi, mais en tous les cas, si tu veux qu'on en parle, je suis disponible. Mhm. Ah, c'est pas une phrase très compliquée à prononcer. Euh, ou, enfin, voilà, moi, je me souviens un de mes beaux-fils. Bon, j'ai deux enfants qui sont les miens, et puis Sabrina a deux enfants aussi. Et au total, ça nous fait trois garçons et une fille. Hein. Mhm. Enfin, une fille d'abord, qui a 30 ans, et puis trois garçons après. Et je me souviens d'un de mes beaux-fils, un jour où on était dans une soirée avec plein d'amis qui avaient eux-mêmes, qui étaient venus avec leurs enfants. Enfin, on était peut-être une trentaine dans une maison, tous ensemble, à rigoler. Voilà, c'était un week-end sympa. Voilà. Et, euh, et je me souviens de ce garçon qui devait avoir entre 12 et 14, je ne sais plus exactement, et qui regardait une fille. Il avait les yeux exorbités, il était rouge, il était comme ça, il n'arrivait pas à bouger. Il y avait toute cette tension qui était là, qui était présente. Et c'était à la fois touchant à voir, on comprenait très bien ce qui se passait quand on était adulte, et en même temps, on sentait que c'était quelque chose d'important pour lui. Bon, alors évidemment, on ne peut pas intervenir sur le moment, ça c'est clair. Mais on peut reparler de ces choses-là après, en disant, ah oui, j'ai vu que
Mélanie, elle avait l'air de te plaire, par exemple, enfin, Mhm. un truc comme ça. Mais c'est pas pour dire des choses importantes, c'est pour que la communication puisse s'établir. Il faut parler de la pluie et du beau temps avant de commencer à parler d'opinion politique, hein, c'est toujours comme ça. Donc, on va commencer par dire des choses naturellement autour de la table au sujet de l'amour, et puis du coup aussi un peu au sujet de la sexualité, sans viser personne. Et puis petit à petit, il y a un dialogue, la porte étant ouverte, un dialogue va peut-être s'établir progressivement, mais je parle de ça c'est sur plusieurs années. Mhm. Donc, du coup, pour répondre à ta question de manière un petit peu plus brève que ce que j'ai fait jusqu'à présent, il faut commencer tôt. Il faut Oui, commencer tôt. ouais. Parce que plus on parle de tous les sujets tôt, bah, plus c'est normal pour tout le monde. Donc, quand les choses se complexifient un petit peu, il n'y a pas de problème à continuer le dialogue. Ouais. Et en plus de ça, il faut quand même avoir en tête que il y a un moment de l'adolescence où l'enfant, enfin l'adolescent, se referme vraiment beaucoup. Mhm. C'est un moment qui est naturel, qui est normal, c'est comme ça. Et donc, il faut avoir commencé à établir le dialogue avant, Ouais. hein, Ouais. pouvoir le reprendre un peu après. Il y a un moment où il rentre dans sa tanière, c'est normal. Il faut qu'il sache qu'il peut en sortir et que c'est OK, qu'il sera accueilli, qu'il n'y a pas de problème. Papa et maman sont là, ils l'aiment. Tous ces sujets-là, on en a déjà parlé des tas de fois, donc il n'y a pas de problème avec le fait de continuer. Mhm. Plutôt, c'est le mieux. Et moi, ma suggestion, ça serait aussi de parler d'amour. Parler d'amour, parce que l'amour comporte la sexualité. Donc on peut parler de sexualité quand on parle d'amour, mais si on ne parle pas d'amour, alors à ce moment-là, on va parler de quoi? On va parler de sexe, de savoir, allez, on va rentrer dans du manuel. Si on rentre dans du manuel, à ce moment-là, autant aller voir un site porno. Mhm. Parce que c'est pas, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas comment faire. Le problème, c'est pas, enfin, c'est pas toutes ces choses très techniques. Tout le monde trouve des solutions aux aspects techniques, sauf quand il y a un vrai problème. Mais sinon, tout Mhm. le monde trouve des solutions simples. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est est-ce que c'est OK de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime ou avec quelqu'un qu'on n'aime pas spécialement? Est-ce que c'est OK si une fille me met la main au panier à moi? Qu'est-ce qui se passe pour moi, garçon, etc. C'est normal, c'est pas normal, comment je dois réagir, etc. Mhm. J'ai eu une femme de 55 ans dans mon cabinet il n'y a pas très longtemps qui me disait que à la cantine, parce qu'elle travaille dans une école, dans un établissement scolaire, à la cantine, il y avait un professeur qui était installé à côté d'elle et qui parlait d'une autre femme en disant elle a dû sucer pour en arriver là. Bon, Mhm. c'est insupportable comme, Ouais. d'accord, Le gros cliché, ouais. non, mais puis et puis de toute façon, enfin, bref, c'est une réduction terrible, etc. Mhm. Et la femme me disait, est-ce que c'est normal que j'ai ressenti le fait d'être choqué par cette phrase? C'est très intéressant comme Mhm. question. Elle se sentait choquée. Elle aurait voulu réagir plus fort. Elle a quand même réagi un peu. Et elle me disait, mais finalement, est-ce que c'est normal? Mhm. C'est pour dire à quel point on est enfermé par des suppositions qui sont en partie sociales, en partie éducatives, en partie dues à notre histoire individuelle, etc., etc., qui font que sur les sujets de l'amour et de la sexualité au sens très vaste, très très vaste, parce qu'une phrase comme ça relève pas vraiment de l'amour, hein, mais enfin, Non, clairement pas. non, on n'arrive même plus à être naturel. J'ai dit, bien sûr que c'est choquant. Bien sûr. Bien Mhm. sûr que vous avez bien fait de réagir. Bien sûr, vous auriez pu réagir plus fort. C'est inacceptable, cette phrase-là. Mais, mais elle avait besoin de se l'entendre dire, qui plus est par un homme. Mhm. Donc, on voit bien que la vraie question, c'est vraiment que le contexte, pas la sexualité en tant que mise en œuvre, mode d'emploi, etc. Où est-ce qu'on trouve tel truc, comment on fait, tout ça. Non, le contexte a besoin d'être apaisé, il a besoin d'être parlé, et dès le début de la vie. Mhm. Et c'est facile parce que il y a plein de maisons dans lesquelles il y a, je sais pas, deux chats, par exemple.
On dirait deux chats à la maison, ils passent leur vie à se lécher l'un l'autre, à se faire des mamours, des câlins, des trucs, etc. Donc là, on a un exemple d'amour qu'on a sous les yeux. Donc Mhm. on peut en parler de ça. On en Ouais. parle. C'est facile, quoi. Enfin, quand on commence à regarder, l'amour est vraiment partout. Donc on peut le dire, le remarquer, en faire un sujet de conversation, trouver ça chouette, voilà. Et on ancre là l'enfant dans ce qui est naturel pour lui et du coup on le rassure. Ouais, merci Guillaume, c'est fondamental ce que tu amènes par rapport à l'amour et effectivement de parler d'amour avant de parler de sexualité, puisque la sexualité découle de ces discussions. Merci d'avoir ajouté cette dimension-là à ce que tu voulais dire. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline, tu as toujours le clito dans les oreilles. Aujourd'hui, avec mon invité, Guillaume de Brébisson, on papote. Mais pas du dernier tuto TikTok pour parler d'eau aux plantes. On explore ce qu'on va dire, ce que ça veut dire de parler d'amour, de désir, de relation à son fils sans détour ni tabou. Alors, je t'invite à respirer par les feuilles. On continue de te donner le mode d'emploi. Et justement, Guillaume, dans ton livre, tu parles à ton fils de manière directe et respectueuse en même temps. Quelles sont pour toi les valeurs fondamentales que tu voulais transmettre à ton fils s'il y avait cette intention de lui transmettre des valeurs? Je crois que tu viens de le dire toi-même, c'est-à-dire, je pense que c'est très simple, c'est l'amour, le respect, et en fait c'est la même chose, hein, Mhm. la douceur et la sexualité et la conscience et la sexualité dans ce cadre-là. C'est-à-dire rien à voir avec ce que j'appelle un, deux, trois pchit ou fuck fuck et voilà. Enfin, c'est, c'est- il me semble que c'est essentiel de venir au fait qu'on est toujours en relation. On est toujours en relation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, nous sommes en relation. On est en relation de manière indirecte avec tes auditeurs et tes auditrices. On est en relation parce que je suis dans un cabinet partagé, j'entends des bruits dans les couloirs, donc il y a des gens qui passent, voilà. On est en relation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous ne sommes pas seuls sur la Terre, c'est même le contraire. On est vraiment très, très les uns avec les autres. Et, euh, et la sexualité, elle est relationnelle. Elle est une des modalités de la relation, parmi d'autres. Et, euh, et elle est également, elle découle de l'amour. Donc, il faut premièrement revenir au fait que la sexualité, c'est pas fait pour me faire jouir moi dans mon coin, mais c'est fait pour nous donner du plaisir à nous deux partenaires à un moment donné. Hein. Mhm. Ou trois ou quatre ou cinq, hein, parce qu'on peut être autant qu'on veut, c'est pas la question, mais en tous les cas, c'est ensemble, quoi, Ouais. qu'on construit quelque chose d'éphémère, et cette chose éphémère, c'est un plaisir partagé. Donc c'est pas orienté vers la personne, vers l'individu, c'est orienté vers la relation de cet individu avec son ou ses partenaires. Mhm. Et dans ce cadre-là, eh bien, on est en train de témoigner d'amour, et par conséquent, ça doit avoir lieu dans la douceur et dans le respect. En fait, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas faire l'amour autrement. On peut toujours mécaniquement, d'accord, ok, mécaniquement, on fonctionne, on peut faire mal si on veut, on peut tout ça. Sauf que c'est absolument pas épanouissant, ça nous rend malheureux, ça nous isole des autres, ça nous détruit intérieurement, etc. Non, c'est pas fait pour ça. Mhm. Voilà. La vérité, c'est que c'est tout simplement pas fait pour ça. C'est fait pour être en lien. C'est une manière extrêmement fine, subtile et profonde d'être le plus en lien qu'il est possible avec quelqu'un d'autre. Il y a pas d'intimité plus, d'intimité partagée plus grande
que dans un acte sexuel d'amour, porté par l'amour, entre deux personnes qui s'aiment depuis longtemps et qui se livrent totalement l'une à l'autre. C'est pas possible d'aller plus loin dans l'intime, même si on peut aussi partager de très belles choses en parlant, en étant enlacés ou en regardant ensemble un magnifique coucher de soleil, etc. Il y a ou la naissance d'un enfant, ou il y a plein de très belles émotions qu'on peut partager. Mhm. Et il n'y a rien qui permet d'aller aussi loin, aussi profond que une sexualité épanouissante. Et une sexualité épanouissante, c'est nécessairement dans un cadre où il y a beaucoup d'amour et où il y a beaucoup de connaissances l'un de l'autre et où on est ben, dans la lenteur, dans la douceur, dans la conscience, dans le respect, dans l'amour. Voilà. Pour moi, ces valeurs-là, effectivement, sont fondamentales. Et Mhm. elles sous-tendent tout le reste, parce après, des questions du genre est-ce que c'est bien, c'est mal, ceci, cela, je sais pas quoi, l'homosexualité, les transgenres et tous ces sujets-là, mais la réponse, elle coule de source, quoi. Enfin, la réponse, ça dépend, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mhm. Ouais. C'est tout, quoi. Le reste, on s'en fout. Et vraiment, je pense euh, il faut redonner la priorité aux priorités. Mhm. Qui est Ouais. prioritaire. Mais alors, ça veut dire lutter contre cette espèce de croyance qui est vraiment très, 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 très répandue aujourd'hui dans la société occidentale moderne, qui serait que l'individu serait prioritaire. Non, l'individu n'est pas prioritaire. Ce ne sont pas les satisfactions individuelles qui sont les plus importantes. C'est pas vrai. Donc Mhm. par contre, à déconstruire, c'est difficile parce que c'est très ancré dans les croyances des personnes en général. Et justement, tu parles de valeurs à transmettre. Et je te pose quand même cette question, même si tu as déjà répondu de manière bien complète. Peut-être que tu auras d'autres choses à rajouter, Guillaume. Est-ce que tu aurais une ou deux astuces magiques à glisser à nos auditeurs, des papas ou même des mamans, qui veulent ouvrir une conversation plus libre sur la sexualité avec leur enfant, mais qui savent pas par quel bout attraper la licorne? Tu leur dirais quoi concrètement pour que ça se passe avec cœur et pas avec gêne? Alors, la première chose, c'est que je leur dirais de lire mon livre. Et je dis ça, c'est à moitié de la plaisanterie, mais c'est à moitié pas, parce que je pense que une des raisons pour lesquelles on a du mal à ouvrir ces sujets-là, c'est qu'on ne sait pas soi-même ce qu'on va pouvoir dire. Et que, à mon sens, il y a beaucoup de réponses dans mon livre à cette question-là. De qu'est-ce que je peux dire à mon fils ou à ma fille s'il vient me poser des questions. En fait, bien que ce livre s'intitule Lettre à mon fils, je pense que le vrai destinataire, c'est les parents de ce fils pour pouvoir ensuite dialoguer avec lui. Je crois vraiment. Donc, je pense que ça, c'est un bon premier secret. Et l'autre chose, oui, c'est de parler d'amour. Bon, arrêtez de se chercher à parler de sexualité parce que ça gèle tout le monde, ça fait peur à tout le monde. Tout le monde dit oh là là, c'est trop intime, etc. Alors c'est peut-être intime, mais enfin c'est vachement partagé quand même la sexualité. Mais enfin bon, ça crée une crispation. Donc au lieu de se crisper sur la question de la sexualité en tant que telle, parlons d'amour. Et parler d'amour, c'est facile, quoi. On peut parler de la manière dont on s'est rencontré avec maman. On peut parler du fait que c'est joli. Là, c'est le printemps en ce moment. On commence à voir des couples dans la rue, les mains dans la main, et c'est joli à regarder. Je veux dire, on peut le dire, ça. C'est pas insultant, c'est pas méprisant, c'est ah, tiens, tu as vu ce petit couple, comme ils sont mignons. Voilà, enfin, ça permet un ado à qui on dit ça, typiquement, pendant le quart d'heure qui suit, il va pas décrocher un mot. Et après, il va parler de sa copine machin chose. Je disais Mélanie tout à l'heure, alors on va pour Mélanie, qui sort avec un garçon qui s'appelle Jacques. Ils s'embrassent beaucoup et lui, il se demande si c'est vraiment normal qu'on s'embrasser comme ça devant tout le monde. Bon ben voilà. Et on a, en fait, on est sur quoi là? On est à la fois sur amour et sexualité. Mhm. Mais ce qui compte,
c'est juste de montrer que ces sujets sont open, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, il faut le faire en étant détendu. Et donc, je pense que pour être détendu, le mieux, c'est de pas chercher à parler de sexualité, c'est vraiment de chercher à parler d'amour. Et j'ai envie de rajouter quelque chose, si tu es OK avec ça, Guillaume, parce que tu le disais aussi en tout début d'interview, c'est que c'était important pour toi de pas être intrusif non plus. Et tu as donné des exemples qui sont vraiment très parlants, qui parlent plus soit du parent qui dit, ben voilà, si ça t'intéresse de savoir, eh ben, il s'est passé ça. Avec maman, on s'est rencontrés comme ça, ou avec papa. Et puis, de parler de l'extérieur et pas forcément aller poser des questions à son enfant. Eh, dis donc, t'as un Ah amoureux, oui, une merci. amoureuse ou... Oui, merci de préciser ça, effectivement. On ne pose pas de questions à son enfant sur comment ça se passe pour lui, bien sûr. Mhm, C'est hors de question. Il ne s'agit pas de faire ça. Parce que ça, ça serait pris avec raison d'ailleurs par l'ado comme une tentative de contrôle. mhm, Voire une tentative d'espionnage un peu lubrique sur les bords, enfin un truc pas sain du tout, et on n'est pas là pour ça. Faut absolument pas demander. Si un enfant vient nous voir en nous disant j'ai un problème, je voudrais en parler avec toi, ben là, il faut être disponible et écouter, et lâcher le portable et être vraiment avec lui. mhm, absolument. Ça, c'est sûr. Et là, ben, je sais pas ce qui vient, il vient ce qui vient, et à ce moment-là, on répond ce qu'on peut. Mais soi-même, il faut absolument pas être en train de poser des questions à son gamin sur est-ce que tu es déjà sorti avec une fille, est-ce que tu l'as ou tu as un garçon, est-ce que tu l'as embrassé, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, machin, c'est insupportable, ça, c'est pas possible. Mhm, C'est pas possible. C'est très, très, très important. C'est absolument fondamental de respecter profondément la vie intime de l'ado ou l'enfant dont on a la charge, qui a une vie intime depuis le début, qu'il mhm, a toujours eu. Et c'est sacré depuis le début. Voilà. Mais on est disponible pour guider, aider, informer, réfléchir ensemble. Je pense que le mieux, d'ailleurs, c'est de réfléchir ensemble. mhm. Et Ouais. toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ah bah j'avais pas vu les choses comme ça. Moi, ce que je m'étais dit, c'est plutôt ça, mais peut-être que ça se fait plus comme ça maintenant à ton époque. Qu'est-ce que tu crois? Enfin voilà, c'est d'échanger, sans être dans une position de supériorité. Merci pour cet ajout. Et toi, Guillaume, en partant du principe que si tout d'un coup un jeune ou une jeune, mais plutôt un jeune, euh, trouve pas forcément en ses parents la représentation de la discussion, conversation, expression autour de ces sujets. Ce serait quoi pour toi cette clito-boussole ou pénisso-boussole, peu importe, que tu aurais envie de transmettre aux jeunes générations, à nos ados, ou peut-être même plus jeunes, qui sont curieux de ce qu'est l'amour et la sexualité, mais qui savent pas vraiment où trouver l'info, qui osent pas aller vers les parents. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner quelques pistes? Ça, c'est une vraie question compliquée parce que je sais pas trop ce que peuvent faire les jeunes. Les jeunes, ils vont aller sur les sites porno, ce qui est pas une bonne idée. Mais ça se comprend parce que le site ne les juge pas, donc il n'y a pas de voilà, c'est une démarche autonome, individuelle et autonome. Et, et pour ils discutent, je crois, assez peu entre eux sur ces sujets-là, en fait, hein. Les réunions d'information censément obligatoires en France à l'école ne se font pas ou peu, ou sont tenues aussi par des gens qui sont pas formés. Enfin bon, c'est une catastrophe ce truc-là, ça marche pas. Enfin, ça marche un peu quand même à certains endroits, mais enfin il y a de très belles réussites, mais enfin elles sont pas très nombreuses. Et les autres adultes référents. Ben, je crois que je l'ai un peu dit en filigrane pendant tout le temps qu'on a passé ensemble. On est vraiment très, 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 très victimes des écrans les uns et les autres et ça nous coupe de la communication sincère, profonde et vraie. Mhm, Et ça, c'est assez catastrophique. Donc, les autres adultes référents, c'est quoi? C'est l'entraîneur sportif, c'est les oncles et tantes éventuellement. Euh, mais les oncles et tantes, ils vont d'autant moins parler amour et sexualité à leurs neveux que les parents ne le font pas. mhm, Ils se sentent pas autorisés, quoi.
Donc ça crée, je pense, une très très grande solitude. Et je pense que pour les ados ou les jeunes ou les enfants, en fait, il me semble que ce qui serait bien pour eux, ce serait d'aller confronter leurs parents, Mhm. d'aller poser des questions, de dire, mais moi j'ai besoin qu'on parle de ça, quoi. Voilà. Après, il y a des bons bouquins hein, sur la question écrits par d'autres personnes que moi et dont je ne connais pas les titres. Non, mais j'ai pas de titre en tête là, mais il y a deux, trois livres qui sont bien. Mhm. Mais, mais voilà, non, je pense que c'est très compliqué pour les jeunes et c'est pour ça que les parents doivent vraiment se montrer disponibles. Alors après, dans la mesure où c'est pas aux parents d'aller chercher le jeune, euh, les jeunes peuvent, eux, aller solliciter les parents. Et Mhm. si les parents répondent pas, là, il y a vraiment un problème. C'est vrai. Ouais. Je sais pas s'il y a une vraie bonne réponse. Il y a plein de petites réponses. C'est-à-dire, il y a peut-être un jeune qui va être super proche de son entraîneur sportif, qui est quelqu'un de super chouette et avec qui il va pouvoir discuter, alors qu'il y en a un autre qui a un grand frère, voilà, et un troisième qui va plutôt parler avec une amie aussi. Enfin, parce Mhm. que voilà, c'est aussi des sujets garçon-fille, quoi. Hein. Mais Mhm. mais voilà, c'est vrai que la communication intergénérationnelle est compliquée d'une part par nature et d'autre part par la société dans laquelle on vit et troisièmement par l'usage exagéré des téléphones portables et des écrans Mhm. qui nous coupent les uns des autres. Donc là, il y a vraiment plusieurs problèmes à résoudre à la fois et je pense que c'est pas facile. Merci, merci vraiment pour cette réponse qui donne des pistes. Mais c'est vrai que c'était une question un peu piège, je dirais. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Guillaume. Ça m'a vraiment inspiré tout ce que tu as dit. C'était fait avec le cœur, avec clarté. Et puis, c'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro du Clito, avec ton regard de père, d'homme, de sexothérapeute, qui invite vraiment à réconcilier les silences et le désir de transmission. Pour retrouver toutes les informations concernant Guillaume, je t'invite à jeter un œil au descriptif de cet épisode. Encore une fois, merci Guillaume. C'est super d'être invité dans Monde Inclito. Je suis très fier de faire partie des hommes invités de ton émission clitoridienne, clito-féministe, clito, je sais pas quoi. Clito partagé, Oui, et clito inclusive aussi, j'ai envie de clito dire. inclusif. Voilà, Ouais. c'est ça, clito inclusif. Super, merci. Merci encore. Et puis toi, si toi qui nous écoutes, tu te dis aussi, tiens, moi aussi, j'aurais bien envie de venir mettre un peu de clitophilosophie dans le micro, que ce soit en tant que pro ou juste pour raconter ton vécu, ma porte est grande ouverte, mon Insta est disponible. Et puis, tu seras accueilli sur un tapis rouge tissé de poils assumés. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt!